Bonsoir. Alors, je suis Suzanne Sauvage, la présidente du Musée McCourt. Je vous souhaite la bienvenue. C'est notre dernière conférence de la saison, l'échange urbain. Et on espère bien que nous allons reprendre ça à l'automne. Alors, on vous convie déjà pour l'automne. Alors, ce soir, le thème, c'est nature urbanisée. Je pense que c'est un thème d'actualité à Montréal. Et on a pour en débattre deux femmes exceptionnelles. La première, Paula Meyering, que je connais un peu beaucoup. Elle est d'abord directrice de l'école d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Elle est aussi l'associée fondatrice de Wanted Landscape et elle était assistante professeure à Harvard et professeure invitée à McGill. Mais son titre de gloire, c'est qu'elle est le concepteur avec son mari de la forêt urbaine du Musée McCourt depuis 3 ans. Alors, c'est pour ça qu'on la connaît très bien. Et aussi Mme Claire Poitras, qui est professeure, chercheure et directrice à l'INRS du Centre d'urbanisation, culture et société. Alors, je laisse la parole à Dinou maintenant, qui va lancer la conférence. Merci. Bonjour, good evening, afternoon. Hein? Bon 12 juin en tous les cas. Merci Suzanne, cette saison qu'on a inventée ensemble, hein, Héritage et le Musée McCourt est grandement initiatrice, on te remercie. Ce soir, on avait choisi, vous savez, c'est la 4e, première à porter sur l'eau, Jean Descaries, on s'en rappellera, hein, l'archipel, qui nous rappelle qu'au pays du « je me souviens », c'est aussi intéressant de s'occuper de géographie. Et la seconde séance de ce cycle d'échanges urbains a porté sur l'urbanisme moderne, un peu les années 60, quand on a inventé la métropole moderne avec les années 60, Expo, Place du Marie et tout ça. On a eu une troisième, il y a quelques semaines, sur la reconversion des ensembles industriels. Aujourd'hui, on traite de nature en ville. On avait choisi avec le McCourt ce thème-là pour ouvrir sur l'été, évidemment. On ne savait pas qu'on allait aussi pouvoir réunir la nature en ville et le premier thème qui est l'eau grâce à la météo qui nous affecte tant. On va peut-être avoir la présentation, comme d'habitude, 2 interventions. Claire Poitras, qui est, comme disait Suzanne, directrice du Centre Urbanisation, Culture et Société de l'Institut national de recherche scientifique. Elle a une formation en histoire de l'art, en urbanisme, en aménagement. N'oubliez pas cette séquence. Vous vous rappellerez peut-être que dans le rapport, Pierre Bourgi a publié avant-hier un rapport sur la philanthropie culturelle et il proposait que l'histoire de l'art fasse l'objet de cours obligatoires à l'école. Hein? Il y a des idées à aller chercher là-dedans. La géographie, l'histoire de l'art, là, il y a des choses ensemble. Urbanisme, aménagement. Elle est professeure-chercheur depuis 2000 à l'Institut national de recherche scientifique et elle est également membre du comité de toponymie de la Ville de Montréal. Donc, première façon de créer le paysage, c'est de donner des noms. Claire Poitras va nous parler de nature et de naturalisation. Merci. Alors, merci Dinou. Je tiens à remercier aussi le Musée McCourt de m'avoir invité et Héritage Montréal d'avoir organisé cette série de conférences qui s'intitule « Échanges urbains ». Alors, le plan de ma présentation, je vais prendre la télécommande. C'est divisé en 3 parties. Ce que je vais faire, en fait, c'est vous fournir un peu une perspective historique pour essayer de comprendre un peu comment on conçoit la nature dans un milieu urbain. Je fais beaucoup de travaux en histoire urbaine, en histoire sociale et culturelle des technologies. Alors, vous allez voir que ces éléments-là apparaissent un peu dans ma présentation parce que je pense que pour comprendre comment on doit intégrer la nature dans la ville, il faut bien comprendre aussi qu'est-ce qu'une ville et comment elle se transforme au fil du temps, et comment les gens ont des attentes différentes par rapport au rôle et à la présence de la nature. Alors, dans un premier temps, je vais revenir un peu sur
ce qu'on a appelé la ville piétonne ou la ville pré-industrielle et la manière dont la nature était conçue dans ce modèle-là. Ensuite, la ville organisée à partir des réseaux techniques urbains, la ville réticulée ou la ville industrielle qui concerne la période qui va des années 1880 à 1980. Finalement, pour terminer sur la question de la métropole contemporaine, qui est un espace complètement différent de ce qu'on a connu jusqu'aux années... Là, c'est surtout à partir des années 1980 que ça s'impose, mais les transformations commencent dès les années 1960. Alors, c'est 3 temps et aussi 3 échelles de territoire qui vont être abordées ce soir. Donc, la première partie, pour comprendre un peu ce que c'est le passage de la ville piétonne à la ville réticulée, je vous renvoie à certains travaux qui ont été faits depuis à peu près une trentaine d'années, voire même 40 ans dans certains cas, sur l'histoire des villes nord-américaines en particulier et le rôle que jouaient les différents réseaux de transport et de communication dans la transformation, dans l'organisation socio-spatiale des grandes villes occidentales. Donc, d'après ces travaux-là, ce qui est assez bien expliqué et démontré, c'est qu'entre les années 1850 et 1980, les grandes villes occidentales sont passées du statut de la ville piétonne, ou qu'on peut aussi qualifier de ville compacte, donc c'est une ville dans laquelle on se déplace essentiellement à pied, à celle de la ville réticulée ou à la ville étalée, compte tenu de l'arrivée des moyens de transport et de communication. Et ça a des effets sur la manière dont les villes sont aménagées et sur la manière aussi dont on va situer la place de la nature dans l'espace urbain. Alors, il y a des travaux de recherche qui ont été faits. Un classique qu'on peut citer est l'ouvrage de Sam Bass-Warner, Streetcar Suburbs, qui a beaucoup influencé tous les travaux sur le développement des banlieues qui a eu lieu à partir des années 1850 et le rôle en particulier des tramways, éventuellement des trains de banlieue et du transport collectif. On a aussi beaucoup étudié la question des réseaux d'assainissement, des réseaux de téléphonie, ce que j'ai fait moi personnellement dans le cas de Montréal, les réseaux de distribution d'énergie et ainsi de suite. Alors, la ville piétonne ou la ville pré-industrielle, quelles sont ses principales caractéristiques? D'abord, elle se définit ou elle se caractérise par l'encombrement et la congestion où on se trouve une circulation très lente. Alors, on comprend que les déplacements à pied, étant donné que les gens se déplacent essentiellement à pied, limitent le rayon d'action des citadins, donc c'est une ville qui quand même, dont l'espace est assez restreint, où on retrouve aussi des mauvaises conditions de salubrité publique, une densité urbaine très élevée et une grande compacité. Alors, pour vous donner un peu une idée de à quoi correspond une image qu'on a un peu de la ville piétonne, j'ai fait une thèse sur l'histoire du développement du réseau téléphonique à Montréal et j'ai beaucoup utilisé la publicité pour voir un peu quelles étaient les représentations de la ville et la compagnie Bell System et American Telephone and Telegraph Company a beaucoup influencé les représentations que Bell Canada a pu mettre de l'avant. Alors, on voit que la ville, à l'ère pré-téléphonique, est une ville lente où on circule à pied, il y a des chevaux, il y a beaucoup il y a une bonne densité, il y a aussi une mixité des fonctions urbaines. Alors, la ville piétonne à Montréal, si on regarde un peu des éléments, ce que je souhaite faire aussi ce soir, c'est de vous faire un rappel historique, mais rattacher ça aussi au contexte, aux éléments qui subsistent toujours dans l'espace, donc aux traces qui sont toujours visibles. Alors, la ville piétonne, comme je l'ai dit, elle est caractérisée par une très forte mixité des fonctions urbaines. Donc, il y a une très courte distance entre les lieux de travail et d'habitation. On retrouve au centre la présence des grandes institutions prestigieuses. Et il y a aussi une différenciation qui est très, très marquée entre les espaces urbains et ruraux. Ça, je pense que c'est important à souligner quand on parle de nature en ville. La ville piétonne, c'est une ville minérale où il y a finalement peu de nature dans les espaces publics. Et les grands espaces verts sont situés à l'extérieur de la ville. Juste pour vous donner une idée un peu de c'est quoi la ville piétonne à Montréal à la fin du 19e siècle ou dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'est quand même un espace qu'on peut facilement marcher en une seule journée, là. On voit sur ce plan l'espace urbanisé et il y a une forte différenciation entre l'espace construit et ensuite c'est tout de suite la campagne. Il n'y a pas vraiment de transition entre les deux types d'espace. Et on voit le Mont-Royal ici sur le plan qui est vraiment situé complètement à l'extérieur des limites du tissu urbanisé. Donc, en bref, la ville piétonne, c'est de la proximité, de la compacité, de la densité, de la mixité fonctionnelle et aussi de la mixité sociale. Donc, c'est un espace de contact, d'échange. Et comme je l'ai dit, il y a une très forte différenciation entre les espaces urbains et ruraux. Donc, des éléments qui sont toujours perceptibles en ce qui a trait à la présence de la nature dans la ville, dans le cadre de la ville piétonne. Sans doute qu'on pourra en discuter plus avant, on va trouver d'autres traces, mais je pense que la question des jardins, des ensembles conventuels est un bel exemple.
on les connaît peu parce qu'ils sont souvent peu accessibles, mais les ensembles conventuels qui ont été construits à Montréal au 19e siècle étaient situés à l'extérieur des limites officielles de la ville, donc à la campagne, et ces espaces-là avaient des jardins assez importants, notamment les jardins du monastère des religieuses de Saint-Joseph, ceux de l'Hôtel-Dieu, les jardins du séminaire aussi, qui eux étaient en pleine ville, et on peut penser aussi au monastère des Carmélites, qui a reçu un statut de protection il n'y a pas très longtemps, qui a aussi un jardin assez exceptionnel. Et un autre élément aussi de la nature qui est présent dans la ville piétonne, c'est les cimetières ruraux qui sont aménagés comme des grands jardins, mais qui sont situés à l'extérieur de l'espace urbanisé. Alors l'exemple le plus important et exceptionnel qu'on a à Montréal, c'est celui du cimetière du Mont-Royal qui a été aménagé à partir des années 1850. Donc, il ne faut pas oublier que c'est avant la création du parc du Mont-Royal que le cimetière Mont-Royal d'abord est aménagé et ensuite le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Et ces cimetières sont vraiment localisés à l'extérieur de l'espace urbanisé. Donc maintenant, mon deuxième point, quelle est la place de la nature dans la ville réticulée ou dans la ville industrielle qui se déploie à partir des années 1880 jusqu'aux années 1930. Donc la première caractéristique, ce qu'il faut comprendre aussi, si on parle de nature en ville, il faut aussi savoir à quel type d'espace social on a affaire. Alors, durant cette période-là, il y a une très forte croissance et une diversification aussi de la population. Il y a un déploiement, comme je l'ai mentionné en introduction, des nouvelles technologies, notamment dans le domaine des transports, des communications, l'assainissement, l'énergie, l'arrivée d'électricité, et aussi l'arrivée des nouveaux matériaux de construction. On a pensé à l'acier et aussi au béton armé. Et aussi, cette ville-là se caractérise par une très forte différenciation socio-spatiale, c'est-à-dire que les groupes sociaux ne vivent pas nécessairement côte à côte ou à forte proximité, mais il y a vraiment des quartiers très distincts qui vont se développer et ça va donner lieu à des aménagements différents et à des types de nature aussi dans ces espaces différents particuliers, c'est-à-dire. Donc, juste pour vous donner une idée un peu de l'envergure ou de l'importance de la croissance démographique dans les grandes métropoles à partir des années 1880, si on regarde, par exemple, Montréal, qui est l'avant-dernière ligne, en 1880, la ville a 140 000 habitants. Ce n'est pas une très, très grosse ville, mais c'est quand même assez important. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 1960, c'est plus d'1 million d'habitants. Mais par exemple, une métropole comme New York, c'est vraiment un boom démographique exceptionnel. Chicago aussi. Los Angeles, seulement 10 000 habitants en 1880, qui atteint presque 2,5 en 1960. Et Toronto aussi est une ville de taille beaucoup plus petite que Montréal, et ça encore dans les années 60. Et ça, c'est les données qui concernent seulement que la ville-centre, donc la principale ville, et pas toute la région métropolitaine. Mais à partir des années 1960, ce qu'on constate, c'est que les villes-centres vont perdre de leur poids relatif démographique au sein de la région métropolitaine. Après les années 1960, la population qui habite à l'extérieur des limites de la région métropolitaine, c'est-à-dire à l'extérieur des limites de la ville-centre, est plus importante que celle de la ville-centre. Et ça a des répercussions assez importantes sur la manière sur les espaces qu'on va vouloir protéger et mettre en valeur. On va sortir du tissu de la ville-centre pour penser plutôt protéger des espaces situés dans les grands ensembles métropolitains. Donc, la mise en place de la ville réticulée entre les années 1850 et 1930, bon, je ne vais pas le répéter, c'est l'ensemble des réseaux qui apparaissent. Ce qu'il faut comprendre aussi dans le cas de Montréal, l'importance de l'eau qui a un rôle particulier. Bon, Jean Descaries est ici, il pourrait nous parler longuement de l'importance de l'eau, notamment pour l'usage ou le déploiement de réseaux hydroélectriques. Il y a une centrale qui a été aménagée sur les rapides de la Chine à la fin du 19e siècle, dont on retrouve encore des vestiges aujourd'hui. Donc, c'est des rapides qui ont quand même un rôle fondamental dans l'histoire de Montréal, mais c'est des éléments de la nature qui sont aussi captés et transformés pour transformer la ville en grande métropole industrielle. Donc, qu'est-ce qui caractérise la ville réticulée? C'est une nouvelle organisation spatiale qui va être facilitée par les réseaux techniques urbains. Quand on parle de cette organisation spatiale, il faut comprendre, il ne faut pas voir les choses d'une manière déterministe. Les historiens des technologies ils sont sensibles au fait qu'il ne faut pas avoir une lecture selon laquelle les technologies ont tel impact sur l'espace, sur la population. C'est beaucoup plus complexe. Il faut tenir compte des demandes sociales, des valeurs culturelles, des besoins économiques pour comprendre le développement des nouvelles technologies. Alors, la ville réticulée offre une nouvelle organisation territoriale qui est facilitée, non pas déterminée nécessairement par les nouveaux moyens de transport, les communications, les réseaux d'énergie, les réseaux d'eau potable et d'assainissement. Il y a aussi une redéfinition des frontières de la ville traditionnelle. Je vous ai montré un plan de Montréal alors que l'espace est très restreint et la campagne est juste à côté, mais avec l'arrivée de ces nouvelles technologies, la ville va vraiment s'étaler sur un grand territoire. Donc, il y a une forte dispersion des activités dans l'espace
Et il y a aussi une plus grande différenciation socio-spatiale, c'est-à-dire les quartiers vont se spécialiser en fonction des types de population. Et finalement, il va y avoir une transformation des espaces ruraux en espaces urbains et aussi suburbains, donc le phénomène de la banlieue qui apparaît. Et on voit aussi qu'il y a une très forte création de liens métropolitains et régionaux, donc la constitution des grandes régions métropolitaines. À nouveau, quelques publicités provenant des compagnies téléphoniques pour vous montrer un petit peu ce passage de la ville piétonne à la ville réticulée. Une publicité de Bell Canada dans les années 1940, ça pourrait être une rue du Vieux-Montréal, la rue Notre-Dame, où on voit que la présence des réseaux est très forte avec les fils, les poteaux et ainsi de suite. C'est essentiellement ça dont on parlait au moment de l'apparition des nouvelles technologies, pas nécessairement de tout ce que ça peut apporter en termes de facilité sur le plan de la vie quotidienne. Mais à partir du moment où les fils sont enfouis, tout disparaît, la ville se désencombre, il n'y a plus autant de piétons parce que les gens utilisent autre chose que la marche comme moyen de transport. Les réseaux disparaissent, sont enfouis, donc ça permet aussi à la ville de prendre beaucoup d'expansion, à la fois verticale et horizontale. Et l'autre publicité aussi d'AT&T qui montre la ville moderne là, avec l'arrivée des nouvelles technologies. Et quand on parle de différenciation socio-spatiale, bien sûr, je fais référence à l'importance que prend les quartiers de banlieue, c'est-à-dire qui sont aménagés à l'extérieur des limites de la ville-centre, où la nature, cette fois-ci, est vraiment très présente. L'idéal suburbain, comme on l'a appelé, est beaucoup lié à l'importance que prend la nature, l'idée d'avoir son jardin, des arbres, des rues avec beaucoup d'arbres aussi, de l'aménagement paysager omniprésent dans ces villes de banlieue résidentielles qui, bien sûr, s'adressent à une population assez nantie. Et à côté de ça, il y a les quartiers urbains populaires qui restent très denses, très minéraux, mais à Montréal, avec la présence du Mont-Royal, où il y a quand même une certaine proximité avec la nature, même si ces quartiers-là ne ressemblent pas du tout à ce qu'on retrouve sur les flancs de la montagne, des ensembles résidentiels pour les populations nanties, mais il y a quand même une nature qui est là présente assez près des quartiers populaires. Alors, la nature dans la ville réticulée, c'est aussi le développement de réseaux de grands parcs qui sont créés par souci à la fois d'esthétique et d'hygiénisme. Bon, alors, on connaît bien le parc du Mont-Royal qui est créé dans les années 1870 et aussi le parc de l'île Sainte-Hélène qui est créé à peu près en même temps. Donc, deux grands parcs urbains, encore là, qui sont un peu en périphérie du tissu urbanisé, mais qui sont quand même relativement accessibles étant donné que les distances ne sont pas très longues à couvrir et surtout que les réseaux de transport permettent l'accès à ces espaces verts. Un autre exemple aussi, c'est le parc La Fontaine à Montréal. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation de tous les parcs qui ont été aménagés, ni une histoire des parcs, mais c'est juste pour vous faire comprendre comment, quand la ville change, comment ça change aussi notre perception et la manière dont la nature doit faire partie de la réalité urbaine. L'autre image, c'est aussi, bon, c'est pas seulement que les ménages qui vont faire des choix de localisation pour être près de la ville, il y a aussi les institutions qui cherchent des lieux salubres, notamment les hôpitaux. On connaît bien la grande ceinture de complexes hospitaliers autour du Mont-Royal qui ont aussi cherché à se rapprocher de la nature pour profiter de ses bienfaits, notamment l'air pur et le caractère paisible d'un espace comme celui du Mont-Royal. Ce qui m'amène, en termes de temps, je pense que c'est bon. Est-ce que quelqu'un dit nous? Oui, OK. Ce qui m'amène à mon troisième point. Alors, la métropole contemporaine, là, on fait vraiment un saut dans le temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le processus, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va s'affirmer dans les années 60, c'est-à-dire qu'il y a une forte déconcentration de la population qui va vraiment aller s'établir plutôt à l'extérieur de la ville-centre, dans les espaces périurbains et suburbains. Alors, ce processus-là s'affirme dans les années 60 et il s'est maintenu, il se maintient encore aujourd'hui. Les derniers chiffres montrent toujours qu'il y a plus de ménages qui quittent Montréal qu'il y en a qui arrivent. Alors, une vue ici de l'autoroute 15, qui est une vue depuis le nord vers ce qu'on voit en arrière-plan. On voit un peu le Mont-Royal et l'Université de Montréal. Donc, c'est le phénomène de la banlieue qui s'étale le long d'un axe autoroutier, dans ce cas-ci, l'autoroute 15 sur l'île Jésus. Alors, c'est comment on parle d'étalement urbain, puis on peut même parler d'éparpillement urbain. Donc, il y a vraiment un renversement spatial de la population qui quitte la ville-centre pour aller s'établir à l'extérieur de celle-ci. Alors, pour comprendre cette nouvelle forme urbaine qui va marquer les régions métropolitaines à partir des années 1960, les chercheurs, depuis une vingtaine d'années, voire même plus, ont essayé de trouver une manière de nommer ces nouveaux espaces-là
Là, j'ai fait ici une liste juste pour vous donner une idée qu'il y a énormément de travaux qui se font sur la question pour essayer de comprendre ça correspond à quelle réalité. On ne parle plus nécessairement d'une ville-centre entourée d'une banlieue où les gens viennent travailler le jour et retournent dans leur banlieue dortoir, c'est-à-dire là où il y a plus de lits que d'emplois. Le soir, on est dans une réalité complètement différente et ça a des répercussions importantes sur comment on doit aménager et intégrer la nature ou les espaces verts dans ces milieux-là. Donc, c'est juste pour vous donner une idée un peu, finalement, on est rendu à autre chose qu'une ville avec un centre-ville et une banlieue. Donc, c'est la fin de la ville monocentrique, un territoire avec un seul centre et sa banlieue. On est vraiment dans des réalités complètement différentes. Et il faut aussi, pour comprendre un peu comment on conçoit la nature de nos jours, tenir compte des nombreuses demandes sociales. Alors, c'est pas seulement que les experts en aménagement qui peuvent intervenir sur comment intégrer les espaces verts ou la nature, mais il y a aussi énormément de demandes sociales qui vont influencer la manière dont la nature en ville va être perçue et intégrée. Donc, on peut penser à toute la question de la protection de l'environnement, le mouvement environnementaliste, la protection aussi de la biodiversité. Et ça va donner lieu à des pratiques, notamment de gestion différenciée des espaces verts. Comment maintenir une biodiversité, ça veut dire qu'on doit faire des choix en termes de plantes, par exemple, pour faire en sorte qu'on arrive à remplir cet objectif-là. Il y a aussi une volonté très forte là, de préserver à la fois de la nature de proximité, donc les gens veulent avoir des espaces verts près de chez eux, ils veulent avoir des arbres dans les rues, mais il y a aussi toute la question de la préservation des paysages métropolitains qui est très importante et qui déborde cette fois-ci souvent des limites des arrondissements ou des villes et qui pose des enjeux particuliers de gestion, parce que qui est en mesure d'intervenir pour protéger, par exemple, l'ensemble des paysages des Montérégiennes. Il y a la communauté métropolitaine de Montréal qui est en partie interpellée par cette question-là, mais on sait que ça relève souvent aussi des autorités locales et il peut y avoir des différentes visions selon ces deux échelles. Alors, aussi la question de l'agriculture urbaine. La demande est très, très forte. Si vous suivez un peu l'actualité de certains arrondissements, je pense que les gens ils veulent vraiment s'investir dans l'agriculture urbaine et une volonté d'avoir un contact accru avec la nature. Donc, les nouvelles demandes sociales, finalement, ce qu'on cherche à faire avec l'importance de la nature en ville, c'est d'améliorer la qualité de vie de l'environnement. On cherche aussi à réduire le bruit, la poussière, les émissions de gaz à effet de serre et ainsi de suite. On veut aussi tenir compte, dans la mesure du possible, de l'enjeu de la santé publique et individuelle en milieu urbain et suburbain. Si on vit à proximité d'un grand parc, on a plus de possibilités d'aller faire des activités physiques. Maintenant, l'aménagement, on lie beaucoup ça à des questions de santé individuelle et publique. C'est important donc de tenir compte de la présence de la nature et des espaces verts. On peut aussi faire la lutte aux îlots de chaleur urbaine avec une plus grande couverture végétale, réduire les effets de la pollution atmosphérique. On sait que les arbres ont un rôle clé à jouer là-dedans. Et aussi, toute la question de l'enjeu du surpoids, de l'activité physique, d'habiter à côté d'un parc, ça nous incite, comme je l'ai dit, davantage à faire des activités physiques. Donc, on veut aussi revaloriser les transports actifs et le piéton dans la ville est de plus en plus important. Ici, il peut bénéficier d'un espace agréable ou marché, mais ça va l'inciter davantage à utiliser la marche comme moyen de transport. Puis aussi, une demande qui revient souvent, c'est on veut des aménagements qui sont plus flexibles et polyvalents. Donc, un peu comme on le fait ici à chaque été au Musée McCord, la rue qu'on aménage temporairement durant l'été, c'est ce genre d'intervention que les gens souhaitent avoir, comme ça crée des espaces un peu éphémères, mais en même temps que ça leur permet de profiter davantage de la nature en ville ou de l'été. Alors, les types d'infrastructures vertes qu'on retrouve dans les régions métropolitaines, elles sont multiples. Je ne vais pas nécessairement vous faire la liste ici, c'est-à-dire je vous la présente, mais on la connaît. Bon, il y a les parcs, les terrains de jeu, les jardins communautaires, la forêt urbaine, les aménagements, les toits verts, des espaces en friche aussi, qui sont importants. Il y a des zones agricoles, des sites forestiers. Et il y a aussi des infrastructures vertes qui sont plus en périphérie, mais qui ont un rôle important à l'échelle de la région. Les cours d'eau, les milieux humides, les bois, les réserves fauniques, les parcs, des zones et des corridors de conservation, et aussi encore beaucoup d'exploitations agricoles, en particulier dans la région de Montréal. Et je dirais, s'il y a un enjeu important en ce qui a trait à la préservation de la nature dans le Grand Montréal, ça se passe beaucoup en périphérie actuellement ou dans les milieux suburbains. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Il y a une sensibilité qui a été faite pour la préservation de la nature dans la ville-centre, mais en banlieue, ça reste encore un enjeu fort important, étant donné que ça peut, selon certains acteurs, limiter le développement urbain qui ne peut être qu'une bonne chose d'après eux. Alors,
des interventions qui ont eu lieu aussi récemment, que vous connaissez sans doute très bien, qui permettent de réintégrer la nature dans des espaces qu'on n'aurait pas imaginé que c'était possible. Alors, on connaît bien la question du projet de réseau vert qui a été élaboré dans les années 1980. Il y a un tronçon qui a été aménagé le long de la voie ferrée du CP où j'ai marché cet après-midi avec des étudiants. C'est étonnant parce qu'ils n'ont aucune idée d'où ça vient, ce projet-là, comment ça a été difficile à négocier, puis que finalement, on avait l'ambition de faire un réseau beaucoup plus long, que ça n'a pas été possible, puis qu'il y a encore des choses qu'on pourrait reprendre et rediscuter. Alors, il n'y a pas beaucoup de mémoire, malheureusement, dans pour suivre les projets qui ont été élaborés, pour essayer de les reprendre, parce que les personnes changent et ainsi de suite. Et les jeunes, souvent, ils ont le nez très collé sur la réalité. Ils n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre que c'est des projets qui sont là depuis longtemps et qui sont difficiles à mettre en place. Un autre projet qui est très connu, dont on voit l'image ici, c'est le High Line à New York. Je pense qu'à peu près tous ceux qui sont allés à New York font le détour pour aller voir cet espace aménagé. Il y a aussi la promenade plantée à Paris. Donc, l'idée, c'est qu'on peut récupérer des friches industrielles ou des anciens corridors pour en faire des lieux où la nature a son droit. D'autres pratiques, cette fois-ci, qui sont plus, citoyennes, pour reprendre une expression que les étudiants aiment bien, des actions spontanées. Alors, il y a le guerrilla gardening, ou la guérilla jardinière, qui est un mouvement d'activisme politique qui utilise le jardinage comme moyen d'action environnementaliste pour défendre le droit à la terre, la réforme agraire et la permaculture. Alors, on retrouve beaucoup ça dans les villes de l'ouest des États-Unis, entre autres la côte ouest. Ici, c'est un exemple de tout espace résiduel peut servir finalement à permettre à la nature de prendre sa place. Mais c'est vraiment ça se fait dans une perspective d'action politique. Un autre exemple récent qu'on retrouve à Montréal, dont l'actualité a fait part récemment, c'est le projet du Champ des possibles dans le Mile End, qui est une zone où il y avait un bout de gare de triage ferroviaire le long de la voie du CP. Et depuis plusieurs années, les gens utilisent cet espace-là, l'entretiennent, c'est une friche. Il y a un peu de jardinage et tout récemment, ça a été décidé par l'arrondissement d'en faire un parc parce que la demande est vraiment pour ça. Et c'est un espace où il y a énormément de sentiers informels qui ont été tracés mais qui sont devenus formels d'une certaine manière, qui sont très utilisés. Alors, encore là, c'est une nature qui a sans doute, il y a 40 ans, on n'aurait pas pensé à préserver, mais avec la manière dont les gens perçoivent maintenant les quartiers, leur vie quotidienne dans la ville, la manière de circuler, c'est considéré comme un espace qui doit être préservé. Et ce qui va être le cas. Mais j'ai hâte de voir comment il va être. Est-ce qu'on va le maintenir comme ça ou on va vouloir l'aménager d'une manière un peu plus une pratique d'horticulture? Alors, d'autres exemples qu'on voit de plus en plus aussi dans la région de Montréal, c'est la question de comment gérer les eaux de ruissellement. L'eau doit rester présente, il ne faut pas nécessairement la faire évacuer, l'envoyer dans les ruisseaux et les rivières. Donc, faire en sorte que les eaux de ruissellement puissent rester sur place. La végétation permet de faire ça. Alors, on aménage des saillies. Ça, c'est un exemple d'une rue à Portland qui fait en sorte que quand il y a de la pluie, s'il y a de la végétation, l'eau va rester plutôt dans le sol au lieu d'aller s'écouler directement dans les égouts pluviaux. Pour regarder maintenant la diversité des paysages métropolitains dans la région de Montréal, il y a différentes échelles, différents parcs. Il y a les parcs de quartier, les grands parcs urbains, les grands parcs nature, aussi les grands parcs du Mont-Royal, le parc Jean-Drapeau. Il y a énormément de prairies, de bois et de milieux humides dans la région métropolitaine. On peut tenir compte aussi des terrains publics et privés, les arbres de rue, les ruelles vertes qui sont de plus en plus populaires, les potagers. Il y a énormément de zones riveraines aussi. Montréal est un archipel, alors ça veut dire qu'il y a énormément de rives et ces espaces-là sont des espaces verts fort importants. Et la question des collines montérégiennes. Depuis plusieurs années, la Ville de Montréal a développé toute une approche pour mieux valoriser ce qu'on appelle les écoterritoires. Ce ne sont pas nécessairement des espaces qui ont un statut de parc, mais qui ont une grande valeur écologique. Alors, on cherche à les protéger, à les gérer de cette manière-là, en faisant en sorte qu'il y ait des liens pour que la végétation et la faune puissent avoir un habitat convenable. Il y a aussi la question je l'ai mentionné tout à l'heure, des paysages métropolitains là, dans lesquels les Montérégiennes ont un rôle fondamental à jouer, où la pression du développement urbain est très, très forte. Alors, il y a des enjeux de préservation là, qui sont fort importants. On se soucie beaucoup du Mont-Royal, mais les autres collines de la plaine de Montréal ont aussi, disons, la CMM a mis sur pied un projet pour les relier ou les valoriser, mais c'est très difficile dans un contexte où la pression pour le développement urbain est très forte.
Donc, finalement, la communauté métropolitaine de Montréal a comme projet d'élaborer une trame verte et une trame bleue métropolitaine à partir de ces éléments-là qu'on connaît bien, mais qui, jusqu'à maintenant, ont été peu valorisés. Pour vous donner des exemples de paysages métropolitains là, où certains éléments de la nature ont été réhabilités, il y a des exemples qui sont en cours, notamment dans la région de Toronto, la rivière Don, qui part du nord vers le sud, qui va dans le lac Ontario, qui est en bonne partie canalisée, comme on le voit ici dans la partie plus urbaine, mais où au nord, il y a toutes sortes de projets pour redonner un peu l'espace que la rivière avait auparavant. Donc, c'est des travaux qui prennent des années à se réaliser, mais où il y a l'objectif d'essayer de redonner un peu l'espace que la rivière mérite d'avoir ce qu'elle avait auparavant avant d'être complètement canalisée. Un autre exemple bien connu, c'est celui de la ville de Pittsburgh, qui était une ancienne ville industrielle avec des aciéries. Alors, une photo de la même rivière avec à peu près une centaine d'années d'écart. Alors, à la fin du 19e siècle, on voit la pointe sur la photo à gauche. C'est l'espace qui est devenu le centre-ville de Pittsburgh avec ses gratte-ciels très connus et qui était une zone industrielle. Et ce qu'on voit à la photo aujourd'hui, une rivière nettoyée, l'eau est propre, les poissons sont revenus, il y a énormément de sentiers qui ont été aménagés. Mais ça a été un travail de très longue haleine où on a investi beaucoup d'argent et entre autres les fondations ont joué un rôle clé là, pour permettre à ce projet-là de se réaliser. Alors pour conclure, quelques défis à relever. Comment concilier dans le cadre des grandes villes la nature, les activités humaines, parce que les activités humaines ont aussi des impacts négatifs sur la nature, et la densité urbaine. Donc la question de la densité urbaine, si on construit une ville de gratte-ciel, il n'y a pas beaucoup de place pour la nature, donc comment concilier là, la densité avec la présence de la nature. Il faut aussi penser à configurer la ville pour qu'elle ne perturbe pas les animaux et les végétaux qui y vivent. Comment y arriver? On parle beaucoup de végétal, on ne parle pas beaucoup d'animaux. Souvent, les animaux en ville, c'est vu comme des nuisances plus qu'autre chose, mais ils font partie de notre monde naturel, au même titre que les humains, mais il faut apprendre à les gérer d'une certaine manière. Alors, comment concilier là, la présence des animaux en ville avec celle des humains? Alors, quelle espèce aussi qu'on doit implanter et favoriser et comment permettre leur circulation? Des fois, on fait des mauvais choix, des espèces envahissantes. Il y a plusieurs exemples. Est-ce qu'on les limite, on les maintient? Ça va changer les écosystèmes. Alors, ça pose des questions de gestion assez particulières. Il faut aussi penser à développer des solutions là, qui vont être adaptées à chaque contexte et chaque milieu. Donc, c'est pour ça que ça prend une expertise dans le domaine de la biologie végétale en particulier pour mieux comprendre un peu à quel type de milieu naturel on a affaire. Je l'ai mentionné, il y a la question des eaux de ruissellement. Là, il faut absolument qu'il y ait une nouvelle manière de concevoir ça, de ne pas vouloir évacuer les eaux de la manière la plus rapide et efficace possible. Donc, ça veut dire que les pratiques sociales de demande de la présence de la nature en ville, incluant l'eau, doivent aussi collaborer d'une certaine manière avec la culture technique du génie civil. Il faut qu'il y ait des échanges. On sait que c'est pas facile de changer les cultures techniques, mais on sans doute qu'il y a du travail à faire là-dessus. Puis aussi, il faut penser à développer des nouveaux imaginaires écologiques urbains. Qu'est-ce que ça veut dire, la nature en ville? Est-ce qu'il y a des choses qu'on considère, toute la question du propre et du sale, d'entretenir une friche, est-ce que c'est parce que c'est une friche que c'est sans intérêt ou au contraire, ça a des valeurs? Donc, il faut vraiment mieux connaître les espaces auxquels on a affaire pour que les gens apprécient d'une autre manière ou comprennent autrement la nature qui n'est pas celle qui est la nature parfaite et aménagée et bien contrôlée. Alors, c'était mon intervention pour ce soir, vraiment vous donner un grand portrait un peu et soulever plus de questions que de fournir des réponses. Merci. Merci Claire. C'est vrai qu'on aurait pu poser la question comme je te la pose tous les jours. Qu'est-ce que l'art, mais qu'est-ce que la nature? Mais là, il y a le végétal qui fait bonne figure. Il y a l'animal qui a ses ambiguïtés. Et qui défend le minéral? Le Mont-Royal n'est-il pas une roche d'abord? Enfin, autre débat. Il y a quelques heures, à quelques mètres d'ici, à 2 coins de rue, l'Office de consultation publique tenait une séance d'information, un forum public sur justement la question du patrimoine naturel à Montréal dans le cadre des discussions sur le plan de développement. Et un employé de la ville mentionnait qu'il y avait 1200 parcs locaux à Montréal.
mais que seulement une vingtaine, une trentaine peut-être se qualifient au point de vue de l'intérêt naturel. Donc, ce sont des choses qui sont différentes. I would like to invite Paula to join with her presentation. Paula, as Suzanne mentioned, is in the field of design, landscape architecture, but I think you also have experience in agriculture. Yeah. We just called CSIS. And so Paula is the director at the School of Landscape Architecture at Université de Montréal. There's not so many of those in Canada, are they? 5. There are 5. And this is the only one we have in Montreal, so it's a very precious one. The only one in French, even. It's the only in French-speaking in the Americas. I don't think there are many French-speaking School of Landscape Architecture in Buenos Aires lately. Peut-être en Guyane et en Martinique, mais c'est surtout des jardins botaniques qui sont là-bas. Par là. Merci. Well, there it is. There It's coming? Yeah, it's coming. I just wanted to say, first thing is the fact that Suzanne actually takes an initiative to bring the museum out of the box, and that the museum as a kind of closed entity, as a centralized destination in the city, that it could become an environment of discussion, and in this case, an investigation in the future of the city. So I think that is fantastic. So Suzanne, thank you. More to come, I hope. Okay, we were, Claire, you had a really beautiful, complete and very rich discourse on the subject, and I will lead you through a number of images that range in different scales and come to a proposition at the end. So you see a dead skunk in the corner there. Could you maybe do the lights lower so the lights do not shine on the, yeah. It's really these three that actually really shine. That's Okay. Did you see the nice dead skunk? Can you imagine the smell that comes off of that? Claire talked about the animals that we don't talk about. Well, here's one. And the bicycles in the car. This you might know as well. Wasbeertjes, what's they're called? Raton laveur. A ton of them coming out at night on the Mont Royal. I think it should be an urban spectacle and a tourist attraction. It's kind of out of the closet. Nature for me. By the way, my approach to nature is inclusive. It includes us too. But I would aim for a form of nature that's very diverse and close by. I'll get back to that later. And finally, perhaps you know of two guys. They are in Nova Scotia. They make these incredible prints. They call themselves Yo Rodeo. And you actually need 2D glasses to read this. So it's a blue drawing and a white drawing that it's slightly offset, so it looks all blurry. But with 2D glasses, it all comes into place and becomes really three-dimensional. But they present a series of images that you'll find in this talk that describe a kind of complex yet almost mythological relationship between the urban environment and nature. So here we have Raton laveur, heaven, connected with a ladder to the earth. They live on both places, and the city is also on both places.
I think this is a really fantastic dream to look forward to about our city. And you could change the raton laveur for any other animal, as well as the buildings. So of course a larger discourse on nature would not happen without this incredible embrace of sustainability in any part of our culture. And how fantastic is that to live in a city that has more than 1 million inhabitants, and we can talk about sustainability and with the idea of the earth as a bag of limited resources, yet we expand infinitely. So all this new terminology that have come on the market somehow related to sustainability, I would say nature is one of them. And a whole bunch of books that have been inspirational for me personally, some of them from the Netherlands, where I'm from, some of them from the United States, some of them about plants, some of them about all kinds of stuff, but very inspiring. And so this is an image of all the cities with more in the world, and because of course if the world is a kind of a closed container that we live in, even though we can now travel to space, I would love that. We live at the edges. We live, actually, most of us in the world live at the edge of the water, whether that's a lake, a river, an ocean. We live at the edge, and we live in great quantities in these areas. Montreal is here on the left, and at the same time you can say that, okay, we have these large cities that are everywhere. The cities also grow and they get bigger and bigger and bigger. A very kind of old-fashioned idea, I think, in a way, you know, expanding from a city center, yet focusing on the city center. You can see Montreal, you can also see the space bar on the left. You can say Montreal could be the metropolitan area, anywhere like 30 miles. Philadelphia is much bigger, Chicago is very long. And then the ecological footprint as a condition that, you know, what do you actually need to sustain a city? And you would need land to grow food, you would need water, but you also need a kind of areal to get rid of all your waste. So all the stuff that comes in the city and all the stuff that goes out of the city. And that's not an equal proportion to the land that we have. So hence again, when we flew to the moon, and this awareness that we live on this world that is a closed entity and there's no stretch anywhere. So the ecological footprint is an important consideration in that picture, in that portrait. And then the flow of the seasons and how that could be represented. This is a drawing by Emily Schlickman from Harvard. And for me, this is a fantastic representation of nature, real nature, in fact, which includes an incredible richness of possibilities and vegetal cover, but also the wildlife that might live here could be infinite. I love this kind of richness. Of course, nature is a cultural construct. I would prefer not to reiterate these comments, but nature, of course, is related to environment, landscape, ecology, and wilderness. So rather than elaborate on that, you could say nature in the broadest sense is equivalent to the natural world, physical world, or material world. And nature can be a really big concept. It ranges in scale from the subatomic to the cosmic, and therefore, again, so yes, in terms of its material reality, the idea of nature is very rich, but in terms of its metaphysical or philosophical reality, the idea of nature is also very rich. Bill Cronin, one of my favorite books on Common Ground, talks about 10 ideas of nature, really great. Here you find them, really great writings. Also, it's a series of, I think, a number of invited people talking here. And then, of course, if you talk about natural, you also have to talk about the unnatural, the synthetic, the supernatural, and the artificial. And sometimes
To live in a city, we have to make a fake nature in order to re-establish a link with that other part of our life. And nonetheless, it's beautiful and ephemeral and close and spatial and social, but yet it is not the real thing. It is a reference to another condition, and I think we should not forget that. So this year we try the real thing, and it's tough as nails, I tell you. It is very, very difficult, I'll get back to this later, to bring real life into a city or a condition that's antithetical to that. And I primarily talk about asphalt in the city as a closed surface. Here you can see the emerald ash borer on the lower left-hand corner. It's this really tiny animal that comes from Northeast Asia that has ravished all the ash trees in North America and is going up north through Quebec, through Ottawa, yet has arrived in Montreal. 21 sites of infestation, I hear. Anyway, so with this project, we're trying to celebrate the ash tree that nobody wants to plant anymore because it can get sitting, can get right. So it's really a celebration, ephemeral celebration. Here we have another Yo Rodeo image. So if you think about this as nature, engagement between all organisms, all living beings, that includes us, and I believe that I'm part of nature. But it also includes all these dynamic processes. It's not a static condition. Hydrology, soils, why plant and animals grow, all that stuff is part of that. And perhaps we can talk about urbanized nature or urban ecology. That's kind of the scientific term. Here you got it. So I think they're really, really related. Richard Foreman's matrix, I could say, and what you see in dark green are backyard trees, what you see in light green are street trees, and actually all the stuff in the backyard is incredibly important for urban vegetation and urban nature. Here you see that in North America often these trees are weed trees, and they come from seeds, they grow, they're kind of forgotten trees at the property edges, but they're very important. The nests at the top are actually squirrel nest and not bird's nest. So biodiversity, you talk about wildlife corridors that are important. Every city has their own. In fact, rail yard corridors are very important because nobody goes there, and therefore wildlife can actually be thriving undisturbed. Here, the city in a bottle within a kind of, fox heaven. That is then the condition. How fantastic. Now we get to Amsterdam, a soft tennis ball. Don't you love it? But what we see is actually the places of highest diversity at the edges. It's the darker greens. And the second thing that's very interesting, there's a high biodiversity at the canals actually, because in the edges of these canals a lot of kind of ferns and mosses have developed that have really a rare quality. So we find nature everywhere. Some people actually think that the diversity of the city is more diverse, in fact, than one could find in a monoculture of the agricultural landscapes. Very interesting. Holland is overly organized, 15 million people on a very, very small surface. Much of it is land-made, half of it lies below sea level, but they're very preoccupied with establishing ecological structures throughout the country and to the exterior. With the current economical meltdown, this is seriously reduced, but still is very part of a kind of a political and environmental future. Chicago talks actually about wilderness. They make links between the exterior of the city, places inside the city, and make links. Remember the railroad corridor, the idea of a corridor, making links between places. Very important. So Chicago does that. And Singapore is actually, I think I want to go next to Singapore. I just came back from China, but I want to go to Singapore because
Singapore it's kind of like Manhattan. It's a closed entity. Malaysia to the north, Singapore straight to the bottom. And water is the issue. You wouldn't think so because a ton of it. But clean, potable drinking water is very precious. So the whole island, 5.5 million people, it's a republic, a city-state, is organized such that potable drinking water is their first priority. And so what you see are all these reservoirs that are created, so these then become rainwater catchment basins where the clean drinking water then is being helped, and after which it's distributed to the people. They buy drinking water from Malaysia, but it's getting more and more expensive. They use desalination systems. They actually have an entente avec the University of Delft in the Netherlands, really at that level. And finally, they have catchment basins. And they recycle their sewage water to a drinking water level. So just imagine that. So this whole city-state of 5.5 million people is organized around this idea of water, and then all the landscapes inside then get, they're good for recreation, for green lungs in the city, you do sport there, there are museums there. So like, even though that at the bottom the water is really at the core of this environment, all the other spin-offs take place, and I think that Claire really was good in describing all these kind of social and cultural aspects that also play a role in this. Same thing. Okay, this is ecology at an urban level. And this brings me to Shanghai, and just because I just came back, I got very sick there. Frisch does not exist in Shanghai. They don't do wild nature, they don't do spontaneous vegetation, they prune the hell out of everything. Anyway, but they love it, they love their growies, they love their vegetation, and it is everywhere. And what is absolutely fantastic to see that in North America, the tendency is to bring the highways down and make them smaller. They keep them up in the air and let the life continue under. So the highway up in the air is minimal in size, 2 lanes max, such that actually light can go underneath it. Playgrounds are there, incredible production of plants and vegetation, which Shanghai desperately needs. We're talking 22 million people, Shanghai. Shanghai receives 500,000 people every year, and they are working in their city to make that happen, to actually incorporate those people in the environment. A challenging task, I tell you. But the highways themselves then become kind of breeding grounds for nature, which, how cool is that? I mean, I take my hat off for that. So they also have a very big model somewhere, which is very impressive. And they turn the light off, and then it becomes a kind of real purple and red and light show. But you can see all the kind of dome sky high rises that are popping up left and right, where then the footprint is all green. Claire talked about density. Shanghai for sure is a test case in density, and it is also a test case for any kind of urban strategies with relationship to parks and green lungs and porches and nature. Here you can see some of that. And plants are everywhere. Every corridor are plants. Of course, Shanghai and China in general has this beautiful history of the most fantastic gardens. So, and we can really see that effort of vegetation and maintenance and sculpting is carried through to current days. And finally, this was a masterpiece. In the new botanical garden that is 20 miles outside the city, there is a quarry, and they made this incredible walkway through and over and in this to be really close with this rock environment. Just absolutely fantastic. Finally, a research project we're involved in, open-ended, on nature deficit disorder,
which is a relatively new theory by Richard Louv that says that children spend more time behind screens, less time outside, and that leads not only to behavioral problems, but also a loss of knowledge and a loss of dumb knowledge about growing up and knowing about your bugs and the stuff that grows under a rock and the slimy stuff on a branch. And all this kind of things that I grew up with is more and more excluded from our day-to-day life. So, and we did a series of design exercises that attempt, based on the ideas of nature deficit, to kind of figure out how we can kind of respond to that as designers. So models, all kinds of models. And then one of my favorite projects, this crazy guy, he's in his 80s, Louis Leroy, is in the Netherlands. He builds these cathedrals out of leftover urban material and then really wants it to be recolonized by vegetation. And it becomes really this kind of fantastical place. Really a 70s guy, he's slightly post-hippie, but a really cool project. I think it's very radical because it makes a marriage between nature and natural processes and urban debris. A similar, this project is another one that I would hope to do one time in my life, which is a kind of a constructed island in the sky in a park that's called Henri Matisse Park, which was built when the TGV came into Lille. And the landscape architect Gilles Clément, I'm sure you know of him, is very bien connu à Montréal, where he built this kind of island that has the same shape as an island on the other side of the world if you were to punch a hole. And it's about 5 meters tall, has a wall, has no access to the top, so this top then becomes a kind of seed bank and a kind of ecological mini ecosystem that is not affected by human use, but yet by its massiveness and its spatial impact, then has this great presence in this larger park. You know, really fantastic. And then finally is Fresh Kills, is the last project I show, and then I would like to give a conclusion. Fresh Kills is big. It is so big. It's an old landfill in New York, Staten Island. It is so big that soil needs to be constructed in order for this to become a landscape. And so just out of sheer scale, we need to operate with different landscape making technologies that I think might have future potential to find and to make different kinds of landscapes. And I find this very, very interesting. Of course, over this really big, dumb debris island and with its edges at the water. So I would like to really live very long and that I can see what this is in, say, 60 years or so. I'm faking my age right there. And so while you can look at this image, I would like to read a little bit to you. So I would like to refer to nature as an engagement between all living beings, including humans. It includes environmental or dynamic systems related to water, soils, movement of chemicals, and environmental conditions conducive of supporting and sustaining plant and wildlife, as complex as possible. I believe that access to nature is fundamental to human well-being and essential to a quality of life. In my world, nature is dedicated to the park, where I find a hygienic version of nature, one that is pruned and cut and cleaned and maintained and replanted when needed. And for others, nature is close to the chalet where we can visit nature in the weekend or on holidays. In both instances, nature is a destination. It is something we choose to go to visit. As our cities grow, and I'm talking kind of about a kind of global condition, access to this precious condition becomes a more and more remote reality. Some more miniature forms of nature can also be found in the street trees, backyards. Richard Foreman, blah, blah, blah. Okay, also refer to Claire, who described this way more eloquently.
So how can we start to think about the organization of our cities such that nature, in its most inclusive and perhaps unarticulated condition, is pervasive? How can nature be present everywhere all the time? How can nature be a normalized quality in our immediate environment, very close to us? We would have to radically rethink the premise of our cities. Oh, come on, baby. We would need to negate the binary opposition of this here is our built environment and that there is reserved for nature. Rather, the matrix of our built environment would include nature as immediately accessible. We would need to, so that's number one, and we need to rethink that relationship and that distance. Two, my second point, we would need to reconsider the city as a sealed surface, an impervious membrane that separates the above, the buildings, from the below flow of groundwater, nutrients for sustaining life, access to soil. So we need to punch that. We need to punch that surface, and I think that's the easy part. So that's 2. 3. And this is related to the previous point. We would need to radically rethink the omnipresence of the road as the heart and motor of the city. The unconditional premise of automotive access everywhere at all times. The territory of the road network, in fact, offers an outstanding opportunity for much richer environments, not only in terms of nature, but also socially. So I think the road, the territory of the road is a potential opportunity. That's my third point. Fourth, we would need to be thinking at an urban level and think of priorities and systems which then inform local actions. And my fifth point, economics, we would need to think how nature is related to money, because that can bring us further. I think we need to engage in that discussion. And my sixth and final point, and we can dream about new natures. We can imagine that nature could be made, constructed, set in motion through land manipulation, creating and changing water conditions, soil fabrication and vegetation, and that then natural processes would take over. I would say the bigger, the better. So, and having said that, I would leave you with Superman that builds Candor's botanical gardens at super speed with seedlings under the scarlet sun that, you know, it's an overnight sensation. And purple. Thank you very much. Merci, Paola. And one way to connect economics and nature is maybe through the expression greenbacks for green spaces. Okay, that's one way. It's not the only one. But how does that work when a part of the Canadian money has a kind of conceptual hole in it? It's transparent. There you go. C'est ça, on va laisser les espaces verts fluctuer sur les cours des marchés. Merci, en fait, c'était deux présentations assez contrastes. On les a souhaitées comme ça pour qu'il y ait des points de vue un peu différents sur cette question de la nature en ville. Puis c'est vrai qu'il y a la nature végétation, il y a la nature faune, il y a la nature humaine aussi, c'est pas un élément à retirer de ça. Et je pense qu'il y a aussi, ça a été un peu implicite dans la présentation, il y a aussi la nature, le règne du bocal, c'est-à-dire les espaces qui sont planifiés, qu'on regarde. L'exemple peut-être le plus spectaculaire que tu nous as parlé, c'est cette île qui est un gigantesque pot de fleurs, finalement, au-dessus. C'est un pot de fleurs géant à l'échelle de la géographie. Et ça me rappelle, vous voyez, il y a quelques années, en 72, en fait, a été adoptée la Convention du patrimoine mondial. Et c'est une de ces conventions qui est par l'UNESCO. La semaine prochaine, le comité se réunit au Cambodge.
Et on va en entendre parler parce qu'il y aura des nominations, des inquiétudes sur certains sites et tout ça. Mais à l'intérieur du vocabulaire du patrimoine mondial, il y a la notion de site naturel et de site culturel. Il y a, je sais pas, 150 sites naturels, il y a 750 sites culturels, il y a 29 sites mixtes. Donc déjà, on est en train de se dire, il y a des indices dans ces chiffres-là. Il y a des mots qui étaient à l'origine très réservés pour les qualités des sites quand ils sont proposés. Pour les sites culturels, on parlait d'authenticité. Pour les sites naturels, on parlait d'intégrité. Puis là, depuis quelques années, il y a eu un regroupement de ces concepts-là, ce qui fait que ça force un dialogue au niveau des idées, au niveau des formes, puis l'émergence des paysages. Mais enfin, je trouvais que dans les deux présentations, on touchait aussi à ces choses-là. La notion de paysage, est-ce que c'est un overlap? C'est pas un contenant, c'est un vecteur, c'est un système. Alors peut-être que c'est déjà, on pourrait... je voudrais juste lancer la question, parce qu'on a, dans les deux cas, vous avez parlé de l'échelle des métropoles, et on a un plan métropolitain, et un des objectifs, d'après la loi, c'est qu'il traite notamment des paysages. Évidemment, la loi est très généreuse parce que le législateur donne des instructions, mais il ne définit pas toujours ces termes. Alors, tu as parlé des paysages métropolitains en référant au Montérégie. What would you, Paola, look at what would a metropolitan landscape be in your mind? Because I mean, it's not the nature in the metropolis, it's a landscape, so it has many components to it. But is there... I'm always struck with going to the airport, how ugly it is, and the lack of vegetation, and how it would be so simple to solve that, and that it is not the immediate environment of the airport. It's in fact that very larger district surrounding that. It's like a black hole in the universe if you look at on a Google map. So yes, on one hand, that any kind of effort to bring a diversity of life in an urban environment, I mean, I am the biggest fan of that. But I would say that there is a large area in Montreal that drastically needs help. And I'm not talking about the kind of the ring outside the city. I'm really talking within the island of Montreal. The heart. Well, if you call the airport the heart. Yeah? Well, okay. Yeah. All right. The Yule. L'aéroport, qu'est-ce que tu penses de l'aéroport, Claire? Quand on se rend à l'aéroport, c'est le circuit qu'on utilise pour se rendre à l'aéroport. C'est sûr que c'est pas très convivial. Mais il y a quand même la falaise Saint-Jacques qui est intéressante, qu'on veut un peu revaloriser. Ça, mais d'un point de vue paysager, c'est sûr que c'est assez désespérant, oui. On parlait de la Chine. Tantôt, tu as été en Chine, tu as été très malade et tout. On est heureuse que tu sois récupérée, que tu es remise de tes émotions. Moi, quand j'étais à Beijing, ils m'ont dit, OK, on va avoir les Olympiques, donc on a planté 10 millions d'arbres Oui, entre la ville et l'aéroport parce qu'on ne veut pas que ce soit malpropre. Yeah. Mais ils ont planté 10 millions d'arbres pour ralentir les tempêtes de poussière du désert qui est à côté. C'est à cette échelle-là. C'est presque l'Hydro-Québec de la plantation des arbres. C'est des gigantesques opérations. Mais les routes de l'aéroport, peut-être qu'on devrait réfléchir un petit peu plus à la nature dans les aéroports, parce que c'est des endroits très... Ils contrôlent les oiseaux, ils détestent les oiseaux dans les aéroports, ils détestent les plantes. Finalement, les arbres autour, il faut les couper parce que ça empêche... Enfin, est-ce que quelqu'un ici a quelques points à soulever? Claude? J'aurais juste une question. J'aurais juste une question ou une observation. Depuis quelques années, effectivement, chez nous, on est impliqués sur des grands projets de développement urbain. Et par exemple, l'idée de construire en hauteur semble toujours faire une peur atroce, autant du public en général que par les gouvernements municipaux. Puis effectivement, lorsqu'on parle de la manière que vous avez présentée, l'idée de densité, comme historiquement qu'on l'avait, où est-ce qu'on aurait moins de routes, des gens plus en hauteur, moins de voyagement, transport en public et moins de sols endommagés
pour du middle landscape qui sert à peu, juste pour donner de la distance, parce qu'effectivement, l'idée de la ville, du centre-ville et tout ça, dans les années 60, c'était négatif. Mais pourquoi on a encore cette hantise-là? Je trouve qu'il y a comme une contradiction extrême du monde, du public en général, qui sont à l'opposé d'un bâtiment de 25 étages, c'est la fin du monde. Et à Toronto, on est rendu avec des tours qui sont projetées de 100 étages. Mais il semble qu'on dirait que ce serait le good common sense dans l'idée de ramener de l'agriculture urbaine, de nos sols qui ont une qualité extrême autour des villes dans lesquelles on est situé, parce qu'effectivement, dans l'idée où est-ce qu'ils sont fondés, il y a toujours une relation à une géographie. Pourquoi on n'est pas capable, en tant que société, de sortir de cette contradiction on perd du temps énorme? Ce que tu dis, c'est pourquoi on a peur de bâtir le ciel pour libérer le sol, oui, c'est ça? Oui, pour être capable de ramener tous ces concepts qui se veut, à mon avis, quelque peu romantique et nostalgique. Mais ça, c'est un autre débat. Mais qui fait énormément de sens dans l'idée d'être sur une planète où est-ce qu'effectivement, on a des meilleures conditions climatiques, des sols mieux drainés, des sols plus fertiles, puis d'être capable de contrôler peut-être un peu plus, effectivement, cette nature-là qui pourrait donner aussi une économie additionnelle. Pourquoi on n'est pas capable de faire le lien? Je dirais sur la densité, il y a quand même à Montréal, quand on regarde le cadre bâti de 2-3 étages, les duplex traditionnels, tout ça, c'est quand même des milieux relativement denses si on compare ça à des milieux suburbains typiques là, de pavillons entourés de jardins. Puis en plus, il y a les ruelles. Bon, il n'y a pas beaucoup de végétation sur la rue, mais quand on circule dans les ruelles, les gens ont des petits jardins. Il y a des secteurs, je sais pas, Montréal-Nord, Saint-Michel, ainsi de suite, ou Saint-Léonard, où il y a énormément de jardinage en arrière. Donc, il y a quand même une forme d'usage du sol urbain à des fins d'agriculture, mais que c'est bon, on s'entend, c'est rien de majeur, là. Mais il y a quand même, il y a de la densité. Je crois qu'une ville comme ça, où il y a un peu une échelle de plus petite, où c'est pas de la forte densité, mais c'est sûr qu'il y a une résistance de la part des gens. Mettre les gens dans les tours, ça va pas de soi. C'est pas tout le monde qui... Bon, ça se fait. Mais je pense que c'est pas juste la résistance de la part des gens qui habitent dans les quartiers, ainsi de suite. Mais ça fait pas partie du mode de vie typiquement nord-américain. Dans certaines villes, oui, Toronto, Montréal, New York, Chicago, mais Bien, c'est parce que toutes les grandes villes qu'on a vues sur les plans, on en a sur la planète. Alors, effectivement, ce sont eux qui font une pollution extrême. Et c'est autour de ces villes-là qu'on perd toute la présence, effectivement, d'une possibilité de reconvertir avec une nature qui pourrait alimenter ce qu'il y a au centre. Mais, enfin, il y a Madame Marie-Odile et il y a peut-être derrière tout ça, il y a l'idée, est-ce qu'on est capable... La promesse à laquelle tu fais référence, c'est les villes de Le Corbusier, par exemple, où les terrains étaient dégagés pour permettre de construire en hauteur. Mais ça demande un méchant pouvoir de planification dans un régime où tout le territoire est fragmenté en propriété privée. Là, parce que ce qu'on a à Montréal, c'est qu'on construit en hauteur, mais l'équivalent à 25-30 étages des maisons en rangée de 3 étages. À 3 étages, c'est correct. À 25, c'est moins le fun. À 50, c'est épouvantable. Mais on ne dégage pas le sol parce que chacun veut valoriser son terrain. Bonjour. Alors moi, je m'intéresse beaucoup aux animaux en ville, en particulier les pigeons. Et en fait, ils ont un peu une catégorie... vous avez parlé du... Enfin, il y a une anthropologue qui s'appelle Mary Douglas qui a parlé du « dirt is matter out of place ». Donc un peu cette idée que quelque chose est sale s'il n'a pas de place dans notre société. Donc la nature, je pense, et en particulier les pigeons, un peu cette... surtout que les pigeons, c'est des colombes. Donc tout le monde aime les colombes, mais personne n'aime les pigeons. Donc... j'ai pas vraiment de questions, mais j'ai fait pas mal de recherches auprès de la ville et tout le monde me dit bah non, les pigeons c'est nos bêtes. Enfin, il y a des gens qui m'envoient au département des bâtiments, après il y en a d'autres qui m'envoient chez les parcs. Et donc, j'ai pas vraiment de questions, mais c'est plus finalement, est-ce que c'est pas plus un problème que les humains et les gens qui habitent en centre urbain ont avec les animaux que finalement les animaux eux-mêmes? Donc je sais pas s'il y a une conversation à avoir là-dessus. Et si quelqu'un aime les pigeons qui viennent me parler après, parce que j'aime beaucoup ça. Voilà. Ouais, la naissance d'une association citoyenne.
Moi, c'est les écureuils, mais enfin, je suis... Ouais. Commentaire sur les pigeons. Non, mais c'est vrai, il y a des fois, il y a des liens avec des pittoresques, hein, parce qu'on n'aime pas les rats, parce qu'ils sont ceci, mais ils sont... Les pigeons, en fait, on les a... Enfin, c'est nous. Attendez, micro. Contribution. Les pigeons, c'est vraiment nous qui les avons importés en Amérique du Nord. Ils sont d'Europe, donc ils n'ont rien à faire ici. On les a emmenés ici pour les manger, finalement, et on s'en est servi pour survivre pendant vraiment longtemps. Et maintenant, ils sont dans nos villes, on les déteste. Par contre, ils sont sur nos Dove, you know, the soap, everybody loves Dove. Et donc, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de paradoxes. On les voit partout, ils font vraiment partie de notre vie urbaine. Et ils ont pas, on les respecte pas, on les aime pas. Et puis pareil pour les ratons laveurs, on les aime pas. Et ils devraient peut-être être des lieux, enfin des événements touristiques. Les touristes, on arrive à les repérer parce qu'ils prennent des photos des écureuils. Mais je pense que ils font partie de notre vie. Donc je sais pas si vous avez une conversation ou si c'est à voir sur comment est-ce qu'on peut faire pour les intégrer. Est-ce que finalement c'est plus, faut éduquer les gens et avoir des conversations sur les animaux que organiser des parcs où on plante des arbres. Parce que finalement les animaux, on les traite bien si nous on les respecte. Voilà, je sais pas. Oui. Sur la question des animaux, en particulier les pigeons ou les écureuils, il y a une espèce encore là, mais il faut un peu changer notre lecture, notre représentation de ce que c'est un pigeon. Pour bien des gens, c'est sale, puis ça pose des risques sanitaires importants. Quand on pense à un pigeon, on pense à la saleté, ainsi de suite, et bon, ils peuvent transmettre ils ont des parasites. La même chose pour les ratons laveurs, ils sont potentiellement porteurs de la rage. Alors, il y a des questions de risques sanitaires. C'est surtout là-dessus, je pense, qu'on met l'accent. Et pas sur les qualités que, je sais pas, que quelqu'un qui va nourrir des pigeons, il prend plaisir à faire ça. Ça peut être agréable. Il y en a qui apprécient ça. Dans certaines villes, il y a tellement peu d'animaux que c'est les seuls qui sont là. Alors, les gens qui aiment les animaux en profitent, alors que pour d'autres, c'est vu comme étant des nuisances plus qu'autre chose. Les chiens peuvent aussi porter la rage. Et ici, on les aime, on les domestique, etc. Ils font partie aussi de notre faune urbaine. Et pourtant, ils ont une autre place dans nos sociétés. Alors qu'il y a plein de villes où les chiens, c'est comme nos pigeons, c'est errant, Enfin, voilà. Mais il y a une chose qui est vraie, quand on parle de nature, on a souvent associé ça aux espaces naturels, au parc. Enfin, on peut traduire ça dans des plans. Alors que la faune, c'est un élément beaucoup plus mobile et si on regardait en quelque part la cartographie des organigrammes, des instruments que se dote une société pour, entre guillemets, gérer son environnement, on verrait que la faune, c'est un autre truc. Ouais. Et je pense que ça fait... On l'aborde un petit peu à travers... Et c'est comme le minéral, là, je reviens avec mon minéral, parce que tout le monde parle de nature, personne parle de la nature première, la roche-mère de la cité, personne n'en parle. On envoie la pépine là-dedans, n'importe comment, alors que on devrait avoir une réserve géologique ici aussi. Hein. Le Mont Saint-Hilaire, c'est un des top 5, selon le musée Redpath, qui est une sommité scientifique dans le domaine, en matière de diversité géologique sur la planète. Qu'est-ce qu'on fait avec? On a une carrière à faire de la garnotte avec. Tu sais, c'est comme si on avait une forêt première là, de la côte ouest, puis on faisait des bâtons de popsicle avec. Tu sais. Non, même pas des bâtons de popsicle. Alors, mais c'est vrai que notre relation est très segmentée à la nature. Ouais. Hein? Ok, merci. Attendez, on va prendre des droits de parole. On applique le Code Morin ici, c'est une assemblée délibérante. Donc, Marie-Odile, Madame et Monsieur. Merci. Monsieur Claude, j'ai pas retenu votre nom de Claude famille. Cormier. Claude Voilà. Cormier. C'est ça. Je peux pas entendre ce que vous dites sans vous poser la question, que faites-vous du Mont-Royal? Parce que les tall buildings à Toronto, c'est bien, parce qu'il n'y a pas une seule colline à Toronto. À Vancouver, les montagnes sont loin, donc on peut quand même avoir des montagnes qui sont plus loin et plus haute, mais le Mont-Royal, comment rendre compatibles les tours avec le Mont-Royal sans faire disparaître le Mont-Royal? En deux mots. Bien, je crois que c'est des choix qu'on aura à faire à un certain moment donné socialement. Je pense qu'on peut faire les deux très bien. Je pense qu'on peut faire la densité un peu plus, sans pour autant faire disparaître le Mont-Royal. Ça, je pense qu'on... Ils sont en train de le faire à l'île des Sœurs, puis à Longueuil.
Oui, mais c'est parce que si à un certain moment donné, on veut être logique et cohérent, et ben, il y a une certaine prise de position qu'on devra faire. Puis si on établit des priorités qui sont claires, je pense qu'on est capable de trouver des solutions. Ils sont sûrement capables de trouver des solutions un peu plus inventives que celles que nous avons dans l'étalement urbain. Hein? Alors la réponse, elle se situe probablement entre les deux. Entre les deux, c'est-à-dire sur le campus de l'Université McGill. Voilà. Madame là-haut, ensuite, dernière question. Et après ça, n'oubliez pas, on a we have drinks, hein, after. N'est-ce pas, Madame la directrice? Hein? On ne fait qu'attendre ça, là. On est tous en train de trépigner d'impatience pour le drinks. Madame. Oui, bonjour. Excusez-moi. Moi, ma question s'adressait un peu par rapport au parc du Champ des Possibles, un peu peut-être à Mme Poitras. Par rapport au fait, je n'étais pas au courant, je crois que j'imagine, en fait, c'est un peu plus à l'échelle des citoyens qui se sont un peu battus pour conserver cette friche-là. Ce qui, moi, m'arrive comme question un peu, c'est comment les parcs sont très contrôlés à Montréal, où on ne peut pas rester après certaines heures et tout, et le danger de faire rentrer ces terrains-là dans cette espèce de législation-là, parce que moi, ce terrain-là en particulier, j'y étais jusqu'aux petites heures de la nuit, sans qu'on se fasse achaler, disons, puis c'est assez isolé pour pas non plus déranger, mais des fois, à 11h10, on est dans un parc, la police arrive et ils nous demandent de quitter les lieux. Donc, je me demande, puis ça a peut-être un peu rapport avec les pigeons, même avec la faune. Je trouve c'est comment on veut la nature, mais que ça soit contrôlé, que ça devienne un beau parc. Donc, quand on fait rentrer les choses dans cette espèce de législation-là, on les protège, mais à quel prix ou quelles caractéristiques on perd, finalement? En fait, c'est... J'ai pas la réponse. Je ne sais pas si ça va être géré au même titre qu'un parc et ça va être quoi est-ce que si ça a un statut de parc, effectivement, il y a une réglementation municipale qui s'y applique. Alors là, ça veut dire que c'est fermé après 11 heures. Mais je ne sais pas exactement s'ils vont inventer une nouvelle forme d'encadrement. Mais je pense que les gens souhaitent, ce qu'ils souhaitent, c'est que ça soit maintenu comme c'est là. Ouais. Mais pour faire ça, il faut d'abord préserver l'espace, dans le sens pas permettre à un promoteur de construire quelque chose, mais dans quelle forme, et ça, je pense que c'est une expérience qu'on va vivre, là, parce qu'on ne sait pas encore comment ça va se dérouler. Ouais. You know, it's not that long ago that the city was small and the wilderness was big, and it's not, mid-1800s. That to live in the city or to live in a kind of settlement where it's organized, you had to make an effort to keep the weeds away and the tigers and the bears, whatever crazy stuff is out there, right? So and then the city grew, and then so the idea of a garden as a controlled environment with a fence. One of the definitions of a garden is that it has a clôture, that it has a kind of I can't even find a word in English on that thing. Fence, right? So that belongs to that condition where the wilderness is at the exterior, and then the controlled environment is in the interior. So and then Richard Nash wrote in the 60s a thesis, and he says that actually in the 60s was the first time that there was an appreciation for the wilderness, as long as that wilderness was exterior of the city, right? And that's only the 60s, 4 years ago. So meanwhile, the cities grow and grow and grow, and I feel that there is a lack of this kind of free-for-all nature that grows, that operates on its own logistics rather than us controlling this from morning to night. So, and I think that the frisch, the appreciation for the frisch, is really like a symptom of an appreciation for nature that operates on its own terms. And it's a long process, and it's a process that doesn't come easy, and that has still a lot of kind of resistance with people, because and maybe the pigeon play a role in that, and the rats and the I don't know, cockroaches, all this stuff that lives out there that, by numbers take up a force, I think. Yes, and not to forget our appreciation for raw milk cheese. Unless you're pregnant.
Non, cette question de la limite, c'est aussi une question. Enfin, dans ton catalogue, là, toutes les définitions de Edge City, Edge City, Bit on the Edge City, tu sais, bon, ben, toute cette notion de limite est intéressante. Mais je pense que vous savez que la réglementation à laquelle vous référez, elle remonte au 19e siècle. Hein? Et c'était vraiment l'idée que les espaces publics soit de propriété publique, mais d'usage poli. Donc, une façon de rentrer ça dans les règles, c'est de dire, ben, il y a un moment où ça ferme, puis un moment où ça ouvre. Hein. Mais à travers le Moyen-Âge, les villes étaient comme ça. Les villes fermaient leurs portes au coucher du jour et les ouvraient le matin. Il y avait des cloches, il y avait tout un rituel de l'ouverture et de la fermeture. Et ça, donc il y a beaucoup d'ancienneté hein, dans ce que tu dis. L'époque où on essayait de chasser le sauvage pour conquérir et civiliser, c'est encore très présent, mais je pense que ça vaudrait la peine de réfléchir. Un autre élément avec le champ des possibles qui nous est parvenu à Héritage Montréal, c'est qu'à côté, il y a le Carmel, et un des éléments de valeur pour le jardin du Carmel, qui est un jardin inaccessible, hein, intangible, il est mythique, sauf pour l'ordre intérieur. Et les règles du jardin ont été tracées il y a 600 ans, et donc il y a quelque chose d'intemporel. C'est le silence. Et même s'ils étaient à côté d'une voie ferrée, à un moment donné, les sœurs ont commenté qu'il y avait des projets pour installer des pianos publics dans le champ des possibles, puis que des gens commençaient à tapocher là-dessus, puis finalement, ça ruinait le jardin du monastère, qui était un jardin qui n'était pas juste un jardin de végétation, mais aussi de son et de silence. Alors, tu sais, il y a beaucoup de dimensions. Et je pense qu'on est en train de voir, c'est qu'on ne peut pas tout organiser, mais on peut peut-être percevoir des trucs. Dernière question pour Ron, The Man in Black. Où commencer? Non, non, l'image de la raton laveur, c'est un animal qui ouvre les sacs de vidange devant chez moi. J'avais un peu de misère avec les ratons laveurs. Il doit avoir les qualités pareilles, mais j'ai pas réussi à entrer dans cette conversation-là. C'est ça, le dialogue avec le dialogue est un peu plus difficile. Puis mon chien aussi. En tout cas, ça, c'est une autre discussion. Mais sur les questions de... parce que dans ce que vous avez présenté, c'est vraiment deux échelles. Il y a les questions vraiment locales, les ruelles vertes. À un moment donné, on a commencé la cartographie des ruelles vertes au plateau puis en centre-sud. Puis 1 ou 2 ruelles vertes, c'est une anecdote, mais 30 ruelles vertes, c'est un mouvement. Et ça veut dire que c'est comme un genre de mouvement à partir des initiatives citoyennes. Donc, ça devient presque un enjeu métropolitain quand on prend un peu de recul. Mais en même temps, au niveau de la question, au niveau de c'est quoi les préoccupations métropolitaines, et la notion du friche, parce que les commentaires sur le bord de la voie ferrée, je n'avais jamais vu ça, mais j'étais très au courant de projet Les Champs des possibles. Mais il y a un élément de base en termes de friche, puis c'est sur le bord de l'eau. Ça veut dire que c'est la notion de laisser aller le bord de l'eau au lieu de le civiliser, c'est une notion métropolitaine de base. Puis on est très timide comme société. Par rapport à d'autres sociétés, on laisse aller, on laisse construire la civilité sur le bord de l'eau, qui est très mauvais de tout point de vue. Ça veut dire que ici, l'image de notre mollesse collective, c'est comment on hésite à réglementer le bord de l'eau d'une manière intelligente et justement un friche intelligent puis naturel. Et c'est ça, je pense. C'est même pas une question, je m'excuse. Mais je demande votre réaction, s'il vous plaît. Mais c'est vraiment de niveau, ça veut dire que parce que beaucoup d'initiatives très locales qui deviennent extrêmement importantes. Et en même temps, au niveau métropolitain, c'est comme si on manque le courage collectif. C'est une belle parole, ça. Ouais, avant d'aller prendre un verre. VERT. Peut-être des commentaires sur des choses. Parce qu'après ça, je demanderai à Mme la directrice de clore pour qu'on puisse. Non, c'est vrai. OK. Mais quelques réactions sur les questions d'échelle. Puis on parlait des frontières. Hein. Tu disais la clôture, c'est ce qui définit le jardin aussi. Hein?
la limite entre le Urbs et le Rus, la ville et la campagne, qui est un truc très important, mais avec l'eau, la frontière est un peu plus nette. Mais c'est une frontière qu'on a voulu pousser à la limite, des empiètements, des murs de béton, et c'est jamais des sacrifices merveilleux, parce qu'on ne fait jamais... Il y a beaucoup des bords de l'eau à Montréal, c'est des nullités qu'on a bâties. On n'a pas créé de la valeur collective, hein, c'est un peu ça. Il y a quelques nano-accès au fleuve, à l'échelle d'une île gigantesque. So, bord de l'eau. Non, par là, you brought us to the bord de l'air avec des aéroports. Maybe a few observations on this, and you come from the Netherlands, frankly. Yeah, I mean, the bord de l'eau is pretty Dutch as a topic, isn't it? Exactly. What is, from a landscape architectural perspective, what is really interesting about water, and I bring this from my education in Holland, is that the water is everything. You dig a hole and you have a lake, right? It's really that simple. Yeah. And once you do that right, you have a gradient, and therefore you have 30 species. Ah, yes. You know what I'm saying? So the manipulation of the edge of the water is such a fruitful way to make landscape, to make new nature, I think. Just a shovel. Just a shovel. And a little bit of knowledge of the soil, I would say. Those two things combined, and you can dream a new world, and I find that incredible. I find that really therefore being a landscape architect and you can construct, and we don't just protect, but the idea that we can make new things that then bring new life somewhere. I find that fantastic. That's my 5 cents on the water. On the water, yes. Claire? Oui, mais juste pour revenir sur le cas québécois, on le sait, il y a eu la crise des algues bleues il y a quelques années dans certains lacs des cantons de l'Est, puis c'est beaucoup, bon, il y a la réglementation qui est implantée comme quoi il faut préserver les rives, on ne peut pas couper la végétation, ainsi de suite. Mais c'est déjà oublié, là, j'ai l'impression. Tant qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas d'actions qui sont posées pour faire en sorte que les bords de l'eau soient mieux préservés, mais on est, je sais pas moi, 100 ans en arrière en ce qui a trait à la protection des rivages, puis comment les gérer comme des espaces naturels. Il y a plein de choses à défaire, des pratiques à revoir, il y a un gros chantier, c'est quand même substantiel. Là, on regarde tout ce qui a été bétonné, c'est vrai qu'on... On se croirait au Japon. Oui. Toutes les rivières sont bétonnées. Oui, ben oui. Bon, merci bien. Peut-être je vous prierai de saluer nos conférencières. Et je vous invite, c'est la dernière occasion so far, hein, juste pour ce premier cycle. Comme une belle expression, you were talking about water, there's an expression in English called go to the watering hole. Hein? The watering hole is here, but if you have a chance, go to Beaver Lake because they're just filling it now with water after having restored the wall, and the rocks are still there. You can see the bedrock of the mountain. Is the beaver dam there? No, the dam beaver. Alors, merci bien. On vous souhaite un bon verre tout de suite, un bon été et à très bientôt. Merci au Musée McCord, Suzanne et toute l'équipe. Merci.